Alors pourquoi ce besoin s'est-il fait sentir au moment où on sollicite un élu, en tout cas voilà, quelqu'un qui a eu l'expérience des collectivités locales, et puis un responsable, un directeur général des services d'une communauté, je préciserai laquelle. Vous avez tout comme moi assisté donc à la séquence précédente qui portait sur les modalités de construction politique et d'institutionnalisation de la métropole. L'intérêt de POPSUS, c'est de croiser le regard entre des chercheurs qui théorisent, mais tout en se coltinant avec le dialogue avec les acteurs de terrain, et précisément des acteurs de terrain, des représentants d'institutions et des élus. Et je crois qu'on attend tous avec impatience de savoir comment vous avez réagi comment à ce qui a été dit ce matin, et peut-être même au cours de la journée d'hier, Michel Vessier, à laquelle vous avez d'ailleurs assisté. On garde sous le coude les questions qui ont été posées tout à l'heure sur en quoi le contexte financier change la donne. Et puis la grosse question de savoir si vous aviez une baguette magique pour provoquer la réforme métropolitaine, comment vous y prendriez-vous, vous y seriez pris pour la mener à bien. Mais peut-être dans un premier tour de table, votre ressenti par rapport à ce qui a été dit hier et ce matin. Alors en commençant, si Daniel Delaveau le veut bien, par vous, Michel Vessier, directeur général des services de la communauté urbaine de Bordeaux. Oui, c'est un peu la séquence émotion, parce que enfin des vrais acteurs sur le terrain, c'est presque le début de la chair de la métropole avec nous. Hein, voilà. Bon, ma première réaction, c'est en écoutant ce qui a été dit, notamment ce matin sur la régulation, et en reportant tout ça à la métropole, et c'est... je vous le dis, la mort dans l'âme, la métropolitaine peut-être, mais la mort dans l'âme, parce que je suis mon corps d'origine, je suis magistrat comme corps d'origine, et c'est qu'il faut bien constater que pour ce qui concerne la métropole, le fait précède le droit. Et ça, c'est une vraie difficulté, me semble-t-il, pour les acteurs que nous sommes, parce que nous sommes, en tout cas pour les fonctionnaires, je ne parle pas à la place et je ne parle pas pour les élus, mais les fonctionnaires, nous sommes formatés pour appliquer le droit. Or, la métropole nous renvoie en pleine face que le fait précède le droit. Alors, le fait, c'est ce qu'on appelle, sans vraiment le définir, la métropolisation, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est en construction, et c'est pas récent. Et quelle que soit la rapidité avec laquelle le législateur s'empare de ce processus, loi MAPTAM, sur laquelle on reviendra puisque vous nous y invitez, création des métropoles au 1er janvier 2015, le fait précède le droit et le fait continuera malgré tout à précéder le droit. Ce qui introduit de suite, je dirais, un inconfort, mais surtout une insatisfaction permanente, parce que les acteurs de la métropole ont toujours l'impression que les règles ne sont pas adaptées à ce qu'ils vivent. Ça, c'est la première observation qui est une vraie difficulté en termes de régulation ou de gouvernance. Hier, le fait de la métropolisation, le fait de la métropole, on l'a appréhendé à travers des questions qui ont été posées. J'en reprends 3. Comment s'élaborent les stratégies politiques? Quelles sont les scènes d'élaboration des projets et quelle est la cohérence d'ensemble? Et Alain a terminé hier soir avec le triptyque argent public, acteurs publics, action publique. Et pour le fonctionnaire que je suis, toutes ces questions renvoient à quelque chose de très concret qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors là, pour le coup, la règle nous précède, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que tout le monde connaît par cœur, mais pour ceux qui ont peu de mémoire, je vais le rappeler. La société a le droit à demander compte à tout agent public de son administration. Et là, face à la métropole, et c'est le fondement de la citoyenneté, on est face à une réelle difficulté, parce que qui est le citoyen métropolitain, on n'en sait fichtre rien,
Quelle est l'administration métropolitaine? Moi, je dirige une des administrations métropolitaines, je n'ai pas la prétention de diriger l'administration métropolitaine. Il y en a d'autres, parce qu'il y a d'autres acteurs publics sur le territoire. Et en disant cela, souvent on dit, ah ben oui, finalement, en termes de citoyenneté, les communautés urbaines, les établissements publics de coopération intercommunale ne respectent pas la citoyenneté, hein, puisqu'on est dans l'incapacité, le citoyen est dans l'incapacité de revendiquer ce droit. Moi, je retourne la question et de manière un peu provocante, je dis, mais c'est la métropole, en tant que processus, qui ne respecte pas la citoyenneté et la démocratie. Et c'est là la vraie difficulté. Pourquoi elle ne le respecte pas? C'est parce que la citoyenneté, la démocratie, c'est quoi? C'est un territoire et c'est une citoyenneté perçue sur un mode universaliste. Or, la métropole, c'est tout sauf ça. Hier, on n'a pas arrêté de le dire. C'est quoi le territoire métropolitain? On n'en sait rien. C'est un territoire fonctionnel. Donc, à travers les fonctions de la métropole, ce territoire, il est court, il est long. Prenez la question des transports. Vous raisonnez comment? Vous raisonnez en distance kilométrique pour parler de la métropole, ou vous raisonnez en temps passé dans les transports? Mais en fonction de ça, vous verrez que le cercle de la métropole, de l'ère métropolitaine, de l'ère d'influence, n'est pas du tout le même. Donc on a un vrai problème de territoire. Le citoyen, c'est qui? On l'a vu hier, on emploie des mots qui n'ont rien à voir avec la citoyenneté. Navetteur. J'ai entendu parler de navetteur. J'ai été voir sur Internet ce que c'était parce que on voit très bien ce que ça veut dire et ça, c'est en lien avec la question du territoire. On a parlé de communauté. Alors là, derrière, c'est tout le mot de communautarisme qui nous tombe dessus. Alors, pour un fonctionnaire, c'est dur de... Donc on a tous ces acteurs. Quel est le point commun entre tous ces acteurs? C'est pas la citoyenneté. C'est qu'ils ont un rapport, et je vais dire quelque chose de grossier, ils ont un rapport d'intérêt avec la métropole. Et la difficulté, c'est que ce rapport d'intérêt n'est pas le même, on l'a dit tout à l'heure, ça a été amplement dit, entre ceux qui sont au centre, et pas au sens géographique du terme, mais ceux qui sont à la périphérie, les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. Et comment on fait tout ça? Voilà. Et ce que m'inspire tout cela, c'est que la démocratie convoquée sur l'ère métropolitaine ne peut pas reposer uniquement sur l'élection des conseillers communautaires et sur le mode représentatif. Je crois que, et ça c'est un de mes dadas, c'est que la métropole interroge pleinement, structurellement, tout le processus délibératif. Et comment on enrichit de tout ce que vit la métropole, de sa complexité, comment on enrichit le processus délibératif. Ben, merci, mais avant d'entendre Daniel Delaveau... Donc ça me conforte dans l'idée que vous pourriez presque vous présenter à une élection pour porter ce discours. Mais ça, bon, je vous laisse juge. J'ai appris au détour d'une phrase que vous étiez un grand lecteur de Saint-Augustin. Non, on peut le convoquer puisque c'est bien lui qui parle du temps comme quelque chose qu'on sait définir tant qu'on ne demande pas de le faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas en dire autant de la métropole? Tout le monde sait ce qu'est la métropole à condition de ne pas prendre trop le temps de la définir. Vous aurez compris qu'à travers mes propos, je suis peut-être lecteur de Saint-Augustin, mais je ne suis pas un enfant de cœur. Voilà. Daniel Delaveau, pour un premier tour. Oui. Voilà. J'ai rien fait. Je casse déjà le matériel. Bon, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. C'est vrai que j'ai la voix qui porte, mais c'est peut-être une habitude d'homme politique. D'abord, je voudrais faire une remarque qui n'est pas purement formelle. C'est pour remercier les organisateurs de ce colloque de nous avoir invités. Ce n'est pas un nous de majesté, je pense que c'est collectif, en tant qu'acteur, chance. Mais je le dis parce que des colloques sur la recherche qui associent des chercheurs, des universitaires, avec des grouillots de terrain comme nous sommes, c'est important. C'est peut-être important pour vous, j'en sais rien.
pour nous et pour moi, en tant qu'homme politique, c'est important, à titre local, mais aussi à titre national, pour une association comme celle que je préside, qui est l'Association des communautés de France, et ce qui justifie d'ailleurs le partenariat ancien que nous avons avec le PUCA, avec POPSU, et avec les outils institutionnels des services de l'État. Je le dis parce que, y compris dans les débats sur la réforme territoriale, etc., qu'on peut avoir, on oublie quand même souvent un des aspects majeurs, c'est qu'on ne peut pas parler des collectivités territoriales sans parler de l'État, et que donc il y a aussi un renvoi à des interrogations qui sont les vôtres, qui sont celles aussi de l'État dans sa réorganisation. Car réorganiser l'administration de nos territoires, ça suppose aussi des modifications et qui sont parfois difficiles à mettre en place et qui peuvent être vécues avec difficulté. Et nous sommes extrêmement attachés au fait que les outils de réflexion, de recherche puissent continuer. Ils ne sont pas menacés, évidemment que non, mais puissent continuer à se développer et à travailler et à s'adapter, comme nous avons aussi à nous adapter au terrain. Je ferme cette parenthèse, mais qui n'est pas tout à fait une parenthèse, parce qu'il me semble qu'elle est quand même aussi au cœur de notre sujet. Alors, deuxième chose, il faut dire toujours d'où on parle, parce que c'est important. Moi, j'étais jusqu'au mois de mars dernier, au mois d'avril, maire de Rennes et président de Rennes Métropole. J'ai passé la main. Ça, c'est pas trop mal passé à l'ouest. Hein. Si on regarde Nantes et Rennes, je l'évoquais l'autre après, s'étant un peu chahuté avec mon ancien collègue Jean-Marc Ayrault, on a quand même réussi à passer le témoin. Voilà. Il faudrait peut-être aussi s'interroger sur ce qui fait qu'il y a des endroits où les choses se font de manière différente. Chacun... voilà. Donc, moi, je suis élu, j'ai passé la main parce que je considérais que 31 ans de mandat, c'était pas mal, et qu'il fallait savoir s'arrêter, passer la main. En disant ça, je vous dis, je m'excuse, vous voyez mes cheveux blancs, que je suis élu depuis 1983. Et donc, 83, c'est 2 ans après 81. C'est les grandes premières lois, les premières, pas les premières, je vais remonter à la Révolution et faire bon. Mais c'est les lois de décentralisation impulsées par François Mitterrand et Gaston Defferre. Et alors, je suis ni géographe, ni historien, ni rien de tout ça, mais 30 ans, 31 ans, je veux simplement dire, c'est à la fois beaucoup, c'est beaucoup dans une vie personnelle et humaine. C'est la moitié pour moi, exactement. Mais c'est très peu de choses, c'est très peu à l'échelle, je parle devant des experts, à l'échelle de l'histoire de la ville et de l'histoire de nos territoires. 3 petites décennies, c'est pas grand-chose. Et moi, je constate que, alors on pourrait y revenir, il y a eu, et reprendre toutes les grandes étapes, je ne vais pas reparler, ça a été évoqué, après cette première impulsion des années 82-83, les années 90, les lois Joxe, Sueur, Chevènement, la mise en place... il y a eu, en fin de compte, des avancées que je trouve considérables. Alors, les avancées, c'est toujours, on avance de 2 pas, on recule d'1, parfois on recule de 2 pour réavancer d'1, enfin bref. Mais il y a des avancées considérables. Et puisque, dès 1983, j'étais vice-président de ce qui était à l'époque à Rennes un district, et que j'ai participé, mais ça c'était au début des années 90, à la naissance de l'Association des communautés de France, qui est une association, je ne vends pas ma pub, je n'ai rien à vendre, mais dont la spécificité, c'est qu'elle s'est créée sur une intuition. C'était Marc Sancy qui en avait été l'initiateur, mais avec d'autres, Rennes et d'autres villes en faisaient partie, de dire l'avenir, c'est le projet de territoire, et le projet de territoire, c'est l'intercommunalité, et il faut donc qu'on valorise et qu'on se batte pour faire avancer cette idée de la nécessité de la construction intercommunale
sur la base d'un projet de territoire élaboré collectivement par l'ensemble des acteurs. Bon. Il y avait eu les communautés urbaines, 66, 69, etc. Moi, je constate que nous avons énormément progressé, avec des chaos, je parlais des avancées et des reculs, mais aujourd'hui, on voit le chemin qui a été parcouru. Il en reste beaucoup à faire. Et pour avoir participé, effectivement, depuis toutes ces années, d'assez près aux discussions, aux échanges sur les lois successives qui se sont mises en place, les comités de réflexion, l'un des derniers, c'était le comité Balladur-Mauroy, je l'appelle toujours Balladur-Mauroy, il était présidé par Balladur, mais Mauroy, il a joué aussi un rôle, et d'autres, Valigny, qui en faisait partie aussi. Toutes ces réflexions, elles ont quand même fait en sorte que l'idée intercommunale, elle a fait très souvent consensus dans les lois. D'ailleurs, je rappelle que la loi Chevènement a d'ailleurs été votée à l'unanimité en son temps. Et elle a été une étape extrêmement importante. Et derrière tout cela, au fur et à mesure, on voit bien, et je vais rebondir sur ce que vient de dire Michel Vessier, le fait précède le droit. Oui, mais c'est la loi des choses, si j'ose dire. Car, en réalité, la question qui est posée, c'est de savoir comment on adapte nos institutions, nos outils politiques, techniques, etc., à la réalité du monde tel qu'il est. Et si j'en viens immédiatement, on pourra revenir sur d'autres étapes, à la loi MAPTAM, il me semble qu'il y a deux éléments politiques majeurs qui caractérisent cette loi. Alors après, ce qu'elle deviendra ou ce qu'elle va devenir, ça dépendra de la manière dont les uns et les autres vont s'approprier et s'emparer de ces opportunités. La première chose, ça a été dit, redit ici et ailleurs, mais je suis obligé de le redire, c'est quand même la reconnaissance du fait urbain. C'est un élément majeur. Plusieurs intervenants, Pierre Veltz et d'autres, y compris ce matin, ont marqué que, effectivement, c'est dans les métropoles, c'est dans la ville au sens plus large. Hein, je ne veux pas me limiter au concept métropole au sens institutionnel qu'il a aujourd'hui. La ville, c'est le lieu de la concentration des problèmes et donc aussi des solutions et des enjeux du monde d'aujourd'hui. Et si, en fait, l'intercommunalité a fait assez largement et assez rapidement consensus dans ses évolutions, c'est parce que ça a été un outil qui a permis cette adaptation de manière pragmatique aux réalités et au vécu de nos concitoyens. Alors là, je vais enfoncer des portes ouvertes ou redire des banalités, mais quand on parle de reconnaissance du fait urbain, moi j'ai parfois dit, de manière peut-être un peu provocatrice, que dans les débats, et je partage tout à fait ce qu'a dit Pierre Veltz et d'autres ce matin, c'est cette stupidité d'opposer l'urbain et le rural. On est tous urbains. On est aujourd'hui tous urbains. C'est peut-être un peu provocateur de dire ça, mais c'est-à-dire que les modes de vie, les comportements sociaux sont identiques. On vit dans des territoires différents, qui ont des caractéristiques différentes, évidemment, etc., des morphologies urbaines différentes, mais les modes de vie et les attentes sont les mêmes. Et aujourd'hui, je cite souvent ça, comme ça, à titre anecdotique, le cultivateur de Louvigné du désert, je prends Louvigné du désert parce que c'est comme ça, au hasard, son fils va à l'université à Rennes, il gère son exploitation sur Internet et il est en connexion avec... bon, je m'excuse de dire toutes ces banalités, mais cette reconnaissance du fait urbain, c'est un élément essentiel. La deuxième chose, dans la loi MAPTAM, on a beaucoup discuté avec Marie-Lise Lebranchu et avec d'autres, le Premier ministre et les autres à l'époque, c'est un élément, c'est la mise en place, alors là je vais jargonner un peu, des CTAP.
les conférences territoriales de l'action publique. Alors, ça, c'est un outil qui peut être soit une grand-messe qui ne sert à rien, soit qui peut être un véritable outil qui permet d'avancer. La mise en place des conférences territoriales de l'action publique, si elles arrivent à se mettre en place, et si elles font leur travail, c'est de dire, eh bien, on ne va pas légiférer, pour la première fois, on ne va pas légiférer de façon uniforme sur l'ensemble de nos territoires, parce que les réalités de nos territoires sont très différentes, et on n'est pas forcé de trouver les mêmes solutions, les mêmes répartitions de compétences, selon qu'on est dans la région parisienne, en Île-de-France, dans le Limousin, en Aquitaine, enfin je ne vais pas citer toutes les régions, il y en aura moins à citer dans quelques temps, ça dépend lesquelles, ou la Bretagne, et faisons confiance à l'intelligence territoriale et aux élus locaux, régionaux, départementaux, tant qu'il y en a, communautaires, pour dire comment on se met autour de la table et comment on définit un projet, comment on se répartit les compétences, comment on prend en compte la réalité de nos territoires. Moi, je crois, j'ai souvent insisté dans de nombreuses colloques, de nombreuses interventions sur ce point-là. Ça peut paraître, ça a parfois été, CTAP, je me souviens des débats, parce qu'on a été auditionné au Sénat, à l'Assemblée, dans les commissions diverses et variées et nombreuses. Mais ces CTAP, elles ne seront que ce que les élus voudront bien en faire. Bon, c'est-à-dire, mais c'est une porte ouverte, une possibilité. Et ça me renvoie à un troisième élément de réflexion préalable, je ne veux pas être trop long, après on reviendra sur un certain nombre de points, c'est que, et je me faisais cette réflexion en aparté, in petto et en moi-même, comme disait l'autre, il faut que l'on puisse gérer, on a beaucoup parlé de la complexité, mais c'est une chance. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est la gestion de la complexité. Et c'est donc la question, ça a été évoqué aussi, de l'articulation des échelles. Les territoires sont mouvants, la réalité économique est mouvante, et effectivement, il faut qu'on ait des réponses et une capacité pragmatique à s'adapter. Sur ces différentes échelles. C'est pour ça que moi j'ai toujours été très... j'ai souvent cité une réflexion d'Olivier Mongin sur une définition très simple de la ville ou du phénomène urbain. La ville, c'est des flux, c'est des nœuds et c'est des réseaux. Et je crois que c'est très important. On voit bien, d'ailleurs ça a été là encore beaucoup évoqué, et il faut qu'on articule ça parce que les réseaux de villes, Pierre Vels l'évoquait aussi, c'est à cette échelle-là qu'on peut gérer un certain nombre d'enjeux majeurs pour nos concitoyens, les enjeux de la recherche, de l'université, etc. Ils ne se gèrent pas simplement, il faut travailler et se regrouper. Ce n'est pas des questions de taille, ce n'est pas des enjeux quantitatifs, c'est comme pour les régions d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas le fait d'être gros qui rend plus fort. On n'a pas besoin, le sumo c'est bien, mais bon. Donc, mais il faut pouvoir gérer les problèmes à la bonne échelle. C'est en fin de compte l'application d'un principe simple à énoncer, difficile à mettre en œuvre, c'est celui de subsidiarité. Alors on faisait souvent les références entre Interco et Europe. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs, creuser sur la construction des intercommunalités, la construction européenne, toutes choses étant égales par ailleurs là-dessus. Mais le principe de subsidiarité, c'est faire à la bonne échelle ce qu'on a à faire. Or, aujourd'hui, et c'est ce qui permet de conjuguer, j'allais dire, de l'échelle de l'îlot, voire de l'immeuble, de l'échelle du quartier et de la commune, jusqu'à l'échelle des enjeux internationaux. Et nos concitoyens, vous savez, quand on parlait de le fait précède le droit, la réalité vécue par nos concitoyens, qui sont multi-appartenants, il y a trois enjeux quand ils nous interrogent. Les trois enjeux majeurs,
C'est simple, c'est l'économie, parce que c'est l'emploi, donc c'est la formation, forcément. Donc ça rebondit sur l'enseignement supérieur et la recherche. Deuxième question, c'est l'habitat. Donc l'urbanisme, l'habitat, le logement et la mobilité, puisque ça va ensemble. C'est pour moi un seul et même bloc. Puis la troisième question, c'est la question démocratique et sociale. Qui là aussi, il faut pousser la logique jusqu'au bout. Voilà quelques éléments comme ça à chaud, mais j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais on y reviendra. À ce stade, non, merci beaucoup. À ce stade, donc, je comprends bien, nous comprenons bien que vous défendez une vision donc positive de la réforme parce qu'elle participe d'une reconnaissance d'évolution sociétale, comme aimerait dire peut-être Jean-Yves Chapuis, du fait urbain, parce qu'elle fait confiance dans l'intelligence des territoires, en tout cas en ménageant des marges de possibilités au sein de la conférence territoriale de l'action publique, et puis en prenant acte de la complexité des choses. Mais alors, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la manière dont un Michel Vessier pouvait vivre ça et quel était son point de vue. Peut-être pas forcément un point de vue politique, mais justement un point de vue de directeur général des services d'une communauté qui se coltine avec les réalités, la complexité de la gestion. Comment il appréhende cette réforme au regard de ses implications dans la mise en œuvre concrète, la mise en musique des différents services et de leur organisation? Est-ce que vous voyez le sens de ma question? Ensuite, à tous les deux, j'aimerais reformuler la question du contexte financier qui... c'était la question de tout à l'heure, qui change sacrément la donne. Alors, dans quel sens? J'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus, et on prendra ensuite les questions de la salle. Michel Vessier. Oui, la question est, elle est compliquée, mais elle est pour moi très embarrassante. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'un DGS, je vais reprendre, je ne sais plus qui a parlé du leadership ce matin, je crois. Le DGS, c'est un régulateur. Daniel Delaveau me disait un aparté, c'est un ondulateur aussi. Mais c'est un transformateur, et tous les 6 ans, c'est un fusible. Voilà. Et il se trouve que je suis le fusible. Donc aujourd'hui, je m'exprime en tant que DGS d'une communauté urbaine, mais dans 8 semaines, comme DGS d'une ville. Donc évidemment, la question que vous posez, elle n'a pas du tout le même sens dans l'habit qui est le mien aujourd'hui, où je vais plutôt tenir un discours très offensif sur la mutualisation, et puis discours que je tiendrai demain sûrement plus défensif sur l'intérêt de la ville et de la ville-centre, de la ville-métropole et de ses particularismes. Donc c'est vrai que pour moi c'est un peu un jeu ce matin de me prêter à cette question telle que vous la posez. Bon, au-delà de la situation personnelle, la métropole est aussi, à travers le projet de loi, utilisée comme, on va dire, ce lieu supposé de rationalisation de l'action publique et, on va dire, de cure d'amaigrissement des moyens publics. Bon. Une première chose qui me vient à l'idée, parce que j'ai entendu des collègues qui ont vécu la mutualisation, et puis on a vu ce matin à travers l'exposé qui nous a été fait sur Nantes Métropole, que rechercher à travers la mutualisation des économies, à court terme, c'est un leurre. À court terme, c'est un leurre. C'est pas là qu'on va trouver des économies, parce que la mutualisation, la mise en place de la mutualisation, elle coûte cher. Et surtout, elle n'est pas de la simplification dans un premier temps à court terme, elle est de la complexification. Alors, moi, ce que je peux vous dire de la place qui est la mienne, c'est que ce projet de loi, à travers la question de la mutualisation, mais qui était déjà en route avec la loi de 2010 sur le schéma de mutualisation, et qui aujourd'hui est renforcé sous forme de sanctions, puisqu'on nous parle d'un coefficient de mutualisation qui aurait pour conséquence de diminuer, de sanctionner le montant de la DGF. Je ne rentre pas dans les détails, parce que d'abord, je ne les maîtrise pas, et puis ça n'a aucun intérêt, mais suscite une vraie inquiétude chez les agents à la fois communautaires et les agents communaux. Bon. Moi, en tant que DGS, je perçois ça comme une chance, parce que c'est là aussi, à un moment donné, s'interroger sur le projet du territoire et sur la manière de s'organiser pour servir ce territoire. Il se trouve que l'essentiel de ma carrière, je suis un peu spécialiste de la chose, c'est qu'on m'a demandé à chaque fois de venir dans une collectivité pour la réorganiser. Hein. Bon.
Mais pas pour licencier, hein, c'est pas du tout ça. Mais pour réorganiser. Donc, moi, la réorganisation ne me fait pas peur. C'est au contraire une grande chance dans l'administration, dans la fonction publique et dans le statut de la fonction publique, que de pouvoir se réorganiser, de pouvoir se restructurer, parce que le monde change, parce que le monde bouge, sans prendre de grands risques. Donc, moi, je perçois aujourd'hui cet enjeu de mutualisation non pas comme un objectif d'économie, parce que ça, j'y crois pas à court terme, mais un enjeu d'intelligence collective. Voilà. Et le vrai défi, c'est que jusqu'à présent, on a reproché aux élus d'être très communaux, quoi, de rester sur le fait communal. L'intercommunalité, c'est quoi en termes de gouvernement? C'est de l'intergouvernement, finalement. On pourrait pousser jusqu'à l'Europe, hein, la comparaison. Bon. Donc, mais maintenant, c'est les fonctionnaires qui vont devoir s'interroger sur leur capacité à travailler, non pas à l'intercommunalité, mais un projet commun. Alors certains l'ont fait, Nantes l'a fait, Toulouse l'a fait, Strasbourg l'a poussé jusqu'au bout de manière très forte. Mais c'est un objet donc d'inquiétude, il ne faut pas le nier. C'est pour moi une chance en termes d'intelligence collective. Est-ce que, gardez juste un instant le micro et on entendra bien évidemment Daniel. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que pourrait être le discours un peu plus défensif du futur DGS DGA, pardon. DGS. Oui, pardon. Oui, non, j'en ai pas, quoi, parce que ça tient pas à la raison, quoi. Voilà, du côté du cœur, on peut en trouver, mais la raison, c'est bien quand même la mutualisation, quoi. Ouais. Daniel. Oui. J'allais dire que je milite pour la disparition de Michel Vessier. Mais non, la disparition des DGS des villes. Je veux dire, je vais faire un peu de... Parce que je parlais de la primauté du politique. Quand on fait une réforme, il y a deux questions qu'il faut se poser. C'est pourquoi on fait une réforme. J'ai essayé de dire, pour s'adapter à la réalité du monde. Bon, ça c'est simple, mais... Enfin, c'est simple. La deuxième chose, c'est de savoir où on va. Or, actuellement, y compris, on a souvent le sentiment, on a entendu ça, mais où est-ce que ça va, tout ça. J'ai voulu resituer ça dans les 30 dernières années, mais il me semble qu'il y a une ligne de fond quand même. Et puis, qu'il y a des sujets tabous, mais qu'il ne faut pas avoir peur d'afficher une vision, d'afficher un discours, un récit. Je reviens à ce qui était dit tout à l'heure, et je crois que c'est très important, cette idée de récit métropolitain, cette idée de récit urbain, cette idée de récit sur la ville. Où on va? La ligne de fond, c'est pour moi, elle est très simple. C'est que, je l'ai parfois résumé, il y a quelques années, quand j'utilisais ça, je me faisais huer dans certains congrès, je pense devant un certain maire, le grand rassemblement des maires. Non, la commune de demain, c'est l'intercommunalité. Bon. Mais aujourd'hui, je constate que cette affirmation, alors elle est facile à proférer. Après, si on la pousse au bout, elle est compliquée à mettre en œuvre. Mais c'est une ligne de fond, et je suis convaincu, personnellement, que c'est vers cela qu'il faut aller. Parce que c'est aussi comme ça qu'on résoudra la question de la légitimité démocratique. On a fait une étape importante, y compris avec, non pas la loi MAPTAM, mais c'était la loi Valls de 2013, sur ce qu'on a appelé le fléchage. Mais le fléchage, il peut paraître anodin, etc. Mais il a quand même une conséquence, c'est que c'est une forme peut-être abâtardie du scrutin PLM. Mais c'est surtout, alors à l'exception des communes de moins de 1000 habitants, ça en fait quand même 27 000, pardon, de moins de 1000 habitants. C'est l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires. Or, ça aura forcément un impact et des effets. Il n'empêche que je considère qu'il faut aller plus loin. Et que si on veut être logique jusqu'au bout, il faudra que l'on puisse afficher et débattre de cette question, non pas de la mort des communes, parce que ça n'a aucun sens de parler de ça. Et il faut qu'on garde le lien de proximité, mais sous forme que les intercommunalités, quand je dis les intercommunalités, c'est à la fois pas simplement les métropoles, les villes, les agglomérations, etc. C'est aussi les communautés de communes de plus petite taille, etc.
les intercommunalités sont la structure de base et elles ont à gérer en infra-communautaire la question de la proximité. Mais ça, on sait le faire, on sait et on saura le faire sous une forme ou une autre. Mais c'est ça qui est fondamental. L'interco, c'est la commune de demain, et le couple gagnant, c'est le couple interco-région. Là aussi, ça paraît une évidence, parce que c'est aussi à cette échelle-là. Quand je dis tout cela, je n'oublie pas ma remarque tout à l'heure sur les questions de l'État, qui reste et qui doit rester présent, parce que je pensais que plus on décentralisait, plus il fallait aussi déconcentrer, et il faut que l'État... À travers des formes renouvelées de contractualisation. Et donc, tout à fait. Donc c'est ça qui est le gagnant, et c'est la notion de réseau métropolitain. Je vois Étienne Busbach qui est là, il pourra sans doute parler de son expérience dans ce domaine-là. On en a souvent parlé, et il faut faire avancer ces idées-là. Je vais prendre un exemple concret. On a parlé de Nantes tout à l'heure. Nantes-Rennes, c'est 100 km. C'est la même aire. Les deux aires urbaines aujourd'hui se touchent. Enfin, il doit rester 4 ou 5 km, les aires urbaines au sens initial du terme, etc. Donc ça veut dire que c'est le même bassin d'emploi. Et je faisais toujours cette réflexion de dire, si on regarde, je vais vous donner qu'un seul chiffre, mais très parlant, sur pourquoi on a intérêt à développer les coopérations. En 2008, il y avait 200 entreprises privées, enfin 200 entreprises qui étaient bilocalisées entre Nantes et Rennes, à la fois à Nantes et à Rennes. En 2012, donc 4 ans après, elles étaient 2 fois plus nombreux, 500, 470. Ça, c'est la réalité. Et ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire qu'effectivement, que les coopérations du réseau du pôle métropolitain qu'on a créé avec Jean-Marc Ayrault et avec Brest et avec Angers, Rennes et Nantes et Saint-Nazaire, ça a du sens pour développer des coopérations fortes, telle enseigne que, si je prends le cas de l'enseignement supérieur et de la recherche, aujourd'hui, la mise en place des communautés universitaires d'établissements, elle se fait à l'échelle des 2 régions. Et ces coopérations, à mon avis, elles doivent être forcément articulées sur des régions plus fortes. Je milite personnellement, je suis favorable dans le débat actuel qu'il y aura compris au Parlement concernant ma région d'origine, enfin d'origine politique, la fusion entre la Bretagne et les Pays de la Loire me paraît nécessaire et indispensable. Donc l'articulation intergro-région, qui n'est pas contradictoire avec le fait de gérer en même temps des réseaux métropolitains et des réseaux de villes, qui s'appuient pas simplement sur les métropoles, mais aussi, quand je parle de réseaux, c'est les réseaux avec les villes moyennes et les petites villes qui peuvent exister. On avait fait une analyse, par exemple, dans le cadre du réseau métropolitain, ce sera le dernier exemple que je voudrais citer, sur les projets coopératifs dans le cadre des 5 pôles de compétitivité qui intéressent la Bretagne et les Pays de la Loire. Et on avait, y compris, cartographié l'intensité des coopérations entre Rennes-Nantes, Rennes-Brest, Rennes-Brest-Nantes, Angers, Lorient, etc. C'est tout à fait significatif. Ça montre que c'est ça, la réalité de la vie économique de terrain. Ce que pour ma part, j'entends bien dans votre propos, c'est qu'au fond, et dans votre défense et illustration, c'est qu'au fond, la reconnaissance des métropoles ne vaut pas polarisation, mais au contraire, reconnaissance d'un échelon qui facilite l'articulation entre différents types de territoires. Voilà. C'est le rôle de diffusion. Voilà. C'est pour ça que ni les régions, ni les territoires dits ruraux n'ont à craindre des métropoles. Ils ont intérêt, l'un et l'autre, à ce que nous ayons des métropoles et des agglomérations fortes. Alors, je propose de mettre à profit l'extrême diversité du public ici présent, qui vient des 4 coins de France, pour peut-être réagir à ce que vous avez dit tous les deux. Je garde en mémoire la question de la donne financière, mais en la reformulant,
pour savoir si, dans quelle mesure elle n'a pas parasité un peu ces débats en donnant un coup d'accélérateur, en donnant un poids plus important aux arguments financiers pour justifier cette métropolisation et couper court à d'autres arguments qui mériteraient d'être débattus. Mais je propose que vous réagissiez à travers les réponses aux questions de la salle, sauf que je ne vois rien, parce que c'est très éclairé. Alors je ne vois... Ah, voilà, il me suffit de me baisser un peu pour voir éventuellement des mains se lever, comme par exemple ici. Et on m'alerte du côté de... Une question très rapide. Dans les propositions de transformation institutionnelle, vous parlez du cheminement, de la ligne directrice dans laquelle on s'inscrit. Est-ce que les derniers résultats des élections municipales et a fortiori des élections européennes questionnent ou pas vos calendriers de changement, ou tels que vous les percevez, les calendriers de changement que vous percevez? À Rennes, si je crois bien, au deuxième tour, il y a eu à peine 54% des inscrits qui se sont exprimés. Et au premier tour, le Front National est passé à 8,5, je crois. Donc ça fait partie. Comment, et dans d'autres villes, si on en prend d'autres, si on prend les résultats qu'avait produit Davzy sur la période de 2007-2011 et les dynamiques de création d'emplois dans les aires urbaines, il avait signifié qu'un certain nombre de territoires étaient en tension forte, entre autres Strasbourg et d'autres. Et les résultats aux municipales et aux européennes dans ces territoires-là, ils ont été très inquiétants. Donc l'attente d'une population qui ne s'exprime plus à travers les suffrages, comment, ou moins, en tous les cas, est-ce que ça bouscule les calendriers? Est-ce que ça peut les bousculer? Pendant que vous répondez, j'invite Marie-Pierre à me rejoindre pour rappeler qu'on s'inscrit bien dans cette séquence sur les constructions politiques, etc. La question est fondée. Moi, j'aurais plutôt tendance à répondre qu'au contraire, ça ne fait que renforcer les convictions qui sont les miennes et de l'urgence dans cette situation, parce que ce que l'on a vécu, c'est aussi un des effets de l'absence de lisibilité et de la difficulté à mettre en œuvre des récits et de donner une visibilité plus forte aux enjeux et à la capacité des élus, notamment locaux, de répondre. Alors avec l'entrecroisement des enjeux nationaux, internationaux, et alors je ne veux pas reprendre la globalisation, la mondialisation, mais historiquement, dans toutes les périodes historiques de fortes mutations, parce que ce n'est pas une crise que nous vivons, à mon sens, c'est une période de mutation historique importante du système économique et social fort. Dans toutes ces périodes-là, on connaît, se sont manifestés tous les phénomènes de repli, de rejet. Et face à ça, je pense qu'il faut au contraire créer une dynamique et redonner du sens. C'est pour ça que la notion, le débat qui a été posé ce matin par les intervenants précédents sur la question du récit, on peut l'élargir à la question du récit politique et du discours politique, et c'est fondamental. C'est ça, parce que les gens ont le sentiment que de l'impuissance du politique. Alors on a parfois contribué nous-mêmes, il faut faire son mea culpa, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que ça renforce la nécessité d'accélérer. Alors la difficulté, pour revenir y compris à ce que Sylvain venait d'évoquer, c'est que il y a un aspect pervers à l'actualité des choses, et elle a décidé de prendre du recul, c'est qu'on a le sentiment que les réformes sont faites d'abord et avant tout pour faire des économies ou pour des questions financières. Et ça, c'est pas la question... Enfin, je ne veux pas dire qu'il faut viser aussi à être plus efficient, plus efficace, y compris financièrement, mais c'est pas ça qui doit être le moteur premier de la réforme. Le moteur de la réforme, c'est comment on veut organiser notre territoire et le rendre plus efficace et plus compétitif, ça ne me dérange pas de le dire, y compris dans les enjeux nationaux et internationaux, européens, parce que là aussi, on n'a pas fait suffisamment le lien avec ces dimensions-là, et y compris, quand je parlais des réseaux de villes, c'est aussi à l'échelle internationale que c'est l'Europe des villes, des villes et des métropoles qu'il faut se reconstruire. Elle a déjà existé historiquement
dans des périodes historiques où les villes ont été les éléments. Bon, je ne vais pas. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement important. Et il faut qu'on dépasse ce simple aspect financier. Alors derrière, il y a quand même des enjeux aussi de cette nature. Et je pense qu'il faut. Alors, on parlait de Saint-Augustin tout à l'heure. Moi, sur le plan financier, je pense que la stratégie, parce qu'il vaut mieux anticiper que de subir. Et on sait, cette situation financière, ce qu'elle est, et la nécessité de la prendre en compte, parce qu'il faut être responsable. Et moi, j'ai un grand principe, c'est moins on en a, plus il faut partager. Alors, évidemment, c'est plus facile de partager quand le gâteau augmente. Je ne reviens pas aussi sur ce que disait à juste titre Pierre Vest tout à l'heure. Et moi, je me souviens, dans la construction communautaire, l'effet TPU, taxe professionnelle unique, partage de la taxe professionnelle, a été, je prends l'exemple de Rennes, quelque chose d'extraordinaire, parce que ça a été un des éléments essentiels de la constitution d'une culture communautaire forte, à partir d'une mesure qui partait d'une volonté politique, qui était de dire il faut partager, c'est pas normal qu'il y ait de telles disparités et que la richesse fiscale, économique dans l'agglomération, le district de l'époque allait de 1 à 65. On a fait la TPU, on a été les premiers à la faire, et en 10 ans, cet écart est passé de 1 à 65 à 1 à 4. Et ça a totalement modifié le rapport commune-communauté, ça a totalement modifié le PLU, le SCOT, et ça a permis la construction d'un projet communautaire extrêmement, je considère, fort et puissant. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait pour la TPU, il faut le faire, parce que en ces temps-là, la ressource principale, c'était la TP pour les agglomérations, enfin pour les intercos, pratiquement exclusive. Aujourd'hui, c'est aussi l'impôt ménage, et il faut donc que cet effort de solidarité et de partage, on le fasse sur les impôts ménages. Moins on en a, TFU et THU. Moins on en a, plus il faut partager. Saint-Augustin aurait pu le dire, ça. Michel. Oui, probablement. On demandera à Jean-Yves de l'interroger aussi, parce que nous partageons la même passion. Donc il ne le dit pas, mais c'est lui qui a vendu la mèche. Voilà. Bon, je voudrais rebondir sur votre question, monsieur, sur la question démocratique, finalement, quoi, aussi, à travers les élections. Vincent Feltès, donc l'ancien président de la communauté urbaine, disait souvent, pendant la période électorale, il y a la vox populi et la vox nobili. La vox populi, elle est pour les communes, et la vox nobili, elle est pour la communauté. Et ça rejoint ce qu'on nous a expliqué ce matin sur l'organisation de la communauté urbaine à Bordeaux. Autrement dit, pour résumer, les gens du tout venant voient très bien et sont des acteurs de la commune, et il n'y a que les élites qui sont pour la communauté, vox populi, vox nobili. Bon. Et je crois que le vrai enjeu, c'est justement de politiser l'espace communautaire, de faire qu'il ne soit pas qu'un espace fonctionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais un espace politique. Et ça, c'est le vrai enjeu de la démocratie. Et je ne suis pas sûr que ce soit uniquement en élisant les conseillers communautaires, c'est nécessaire pour la légitimité, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour faire un espace politique. Et hier, on nous a parlé, l'intervenant est... Ah si, il est là. Il nous a parlé du projet... Gilles Novarina. Oui, je n'ai pas retenu son... Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Nous a parlé du projet métropolitain. Je ne me suis pas tout à fait retrouvé dans les propos concernant Bordeaux, mais je crois que l'enjeu du projet métropolitain tel qu'il a été vécu à Bordeaux, ou tel que je le comprends à Turin, c'est justement de politiser l'espace public, parce que c'est nécessairement, sinon ça n'a pas de sens, un processus politique. Ça ne veut pas dire que c'est l'affaire des politiques, mais le projet métropolitain, pour qu'il politise l'espace communautaire, il faut qu'il soit inscrit à l'agenda politique du territoire, qu'il fasse l'objet d'une décision de commencement par des élus et qu'il soit affiché comme faisant partie prenante de l'élaboration de cette fameuse vision que vous évoquez.
Et si on fait ça, on a progressivement, me semble-t-il, une chance d'avoir un espace politique. La difficulté, elle est de taille géographique. C'est que ce qui est facile à faire à Bordeaux avec 28 communes, l'est très difficile, par exemple, sur Marseille. On évoquait la situation de Marseille hier au soir avec une collègue, ou sur d'autres communautés urbaines, parce qu'à Bordeaux, à 28 communes, on reste sur un espace qui est gérable à taille humaine pour construire un projet et donner du sens politique à cet espace. Mais ça, c'est un enjeu fort des années à venir, c'est politiser l'espace communautaire. Alors, merci, nous avons le temps éventuellement de prendre une toute dernière question qui appellera des réponses enthousiastes mais courtes. Et je laisserai ensuite le mot de la fin à Marie-Pierre. Oui, merci. Michel Gaillard. Pour abonder dans la première question qui a été faite, je voudrais évoquer les communautés urbaines de combat. Aux abords des grands projets, et peut-être même aux abords des grandes métropoles, s'organisent des communautés qui sont des communautés d'opposition par rapport à la dominante générale d'urbanisation ou de développement. Et les choses sont à un point tel que, comme habitant, alors moi, Marne-la-Vallée, j'habite à Marne-la-Vallée, justement dans une communauté urbaine qui est en combat avec la ville de Marne-la-Vallée. Vous avez le périmètre de votre communauté urbaine de combat, vous avez le périmètre des transports, pas le même, le périmètre de l'assainissement, pas le même, le périmètre de la gestion des écoles, les choses qui sont vraiment le concret, le journalier, pas le même. Donc moi je considère, enfin en tout cas pour ce site, que l'appauvrissement de l'intérêt politique tient à ça. Et ça, on ne le dit pas évidemment, mais c'est une volonté de combat entre les différentes forces politiques, et pour ne pas dire le clair, les partis politiques. Oui, je ne connais pas le détail de la situation de Marne-la-Vallée, mais et puis, globalement d'ailleurs, le problème de l'Île-de-France, on l'a peu évoqué, mais il est central pourtant. La question de Paris, de la métropole parisienne, ce n'est pas un enjeu parisien, c'est un enjeu national, c'est un enjeu européen. Mais là, alors quand on parle de complexité, c'est la complexité au carré ou au cube au moins. Il n'empêche que vous parlez de combat, mais je parlais tout à l'heure aussi des avancées d'Hercule. Évidemment, dans toutes nos communautés, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, la construction, la communauté est le produit d'une histoire, d'une géographie, et le produit aussi d'enjeux politiques. Et ces enjeux politiques, non seulement il ne faut pas les nier, mais je pense qu'il faut au contraire même essayer de les révéler pour mieux les gérer, et y compris des compétitions politiques. Mais il n'empêche qu'il faut, c'est pour ça que nous, on milite par exemple à la DCF pour dire, alors Marne c'est un camp un peu particulier, il y a des EHPAD, etc. Bon. Mais il faut simplifier le paysage intercommunal en simplifiant. On a aujourd'hui les communautés de communes, on a les communautés d'agglo, on a les communautés, les anciennes communautés, ou des communautés urbaines, il y a les nouvelles métropoles. Il faut progressivement simplifier et faire monter en puissance les intercommunalités en termes de compétences, parce que les enjeux, c'est en compétences et en moyens. Je reviens sur la question financière, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à développer et avoir un paysage qui sera beaucoup plus lisible. Et en un mot, cette montée en puissance passe nécessairement par un nouveau travail législatif ou peut se produire? Oui, mais il ne faut pas tout attendre de la loi. Voilà, Il y a des lois, rien n'empêche là où il y a des volontés politiques fortes de pouvoir avancer. Quand on a créé chez nous la conférence des maires, bien avant que la loi ne l'oblige, on a ouvert les communes, voilà. Donc, sur le travail sur le PLH et la contractualisation avant que la loi ne nous y oblige. Donc, il faut continuer le combat législatif
sur ce plan-là. Il y a des résistances, c'est normal. Moi, j'ai jamais cru au Big Bang ou au Grand Soir, hein. Dans la question territoriale, comme pour le reste. Il y a stratégie des petits pas, des recherches de compromis, mais des compromis qui se font sur la base de débats et d'affrontements politiques, parce que effectivement, ça fait partie de la vie démocratique. Je vous propose de nous en tenir là pour laisser peut-être le mot de la fin à Marie-Pierre. Je souhaitais que vous nous rejoigniez pour rappeler que ce débat s'inscrit dans la séquence et comment tout l'intérêt, c'est de croiser le regard, comme vous l'avez d'ailleurs d'emblée souligné, Daniel Delaveau, le regard des chercheurs et des politiques. Vous avez fait part de votre satisfaction de pouvoir vous mêler à ces débats. C'est peu courant, je le confirme en tant que journaliste. Je trouve que ce type d'arènes ne sont pas suffisantes pour traiter des enjeux, quels qu'ils soient. Mais alors, en quoi le témoignage, et bien plus que le témoignage, cette forme d'expertise qu'exprime aussi bien Michel Veissier que Daniel Delaveau, ce n'est pas simplement une profession de foi, c'est une expertise. En quoi intéresse-t-elle et nourrit-elle le travail de la théoricienne, du chercheur que vous êtes? Mais justement, c'est très bien cette question, parce que je voulais dire qu'il n'y a pas d'un côté les acteurs qui témoignent et de l'autre côté les chercheurs qui théorisent. Les acteurs théorisent, c'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup. Ils théorisent leur action et leur contexte d'action. Deuxième petite remarque, j'étais intéressée par ce que vous avez dit, M. Veissier en particulier, sur la question du droit et des faits. Enfin, donc, vous déploriez, vous, en juriste, mais c'était peut-être un peu une figure de style que le droit soit un peu dépassé par les faits. Mais là, on se rejoint entre juristes et sociologues, c'est rare, donc je le souligne. Par contre, sur un point, vous nous interpellez. Donc nous, je pense qu'on a tendance à être, je dis nous, alors peut-être plutôt sociologue, politique, je ne sais pas, mais sociologue, à survaloriser l'idée d'intérêt métropolitain, en pensant que peut-être un espace politique métropolitain peut se construire à partir de la convergence des intérêts, et vous nous interpellez là-dessus, et je pense que vous avez absolument raison. Voilà. Très bien. Je vous propose effectivement de poursuivre de manière plus informelle autour donc de ce que nous avons appelé une communauté gastronomique éphémère. Je vous dis ça à vous puisque vous n'y étiez pas hier. Et nous nous retrouvons à 13h44 et 59 secondes. Voilà. Merci.